plus de 50 000 euros. Ce n'est pas un prix d'achat, c'est une perte. Un montant vertigineux que Ford perd sur chaque véhicule électrique vendu, pendant que les géants historiques se saignent aux quatre veines sur l'autel de l'idéologie verte. La première vague de victimes est déjà au tapis. Des startups comme Fisker n'ont pas seulement fait faillite, elles ont coupé leurs serveurs, transformant instantanément des SUV à 57 000 euros en presse-papier high-tech. Aujourd'hui, les propriétaires de ces épaves sont contraints de payer des centaines d'euros de leur poche juste pour corriger des défauts de sécurité critiques. Ce ne sont pas des maladies de croissance. C'est un effondrement programmé de l'industrie, et aujourd'hui, nous allons voir à quel point cette catastrophe est réellement profonde. Nous assistons en direct à une polarisation totale du marché automobile. D'un côté, les géants de l'industrie, les constructeurs historiques, contraints d'investir des milliards dans une transition qu'ils n'ont pas choisie. De l'autre, un cimetière de startups qui se sont brûlés les ailes en essayant de poursuivre cette chimère électrique. Commençons par le plus choquant, ce dont on ne parle pas. Les titans. On vous dit que l'avenir est électrique, mais on ne vous donne pas le prix. Ford, le géant de Détroit, a créé une division dédiée à ses véhicules électriques. Modèle E. Ça sonne futuriste, mais les chiffres donnent le vertige. En 2024, cette division a perdu plus de 5 milliards d'euros. En 2025, Ford prévoit encore 5,5 milliards d'euros de pertes. Traduisons ces milliards abstraits en termes concrets. Cela signifie que sur chaque Mustang Mach-E ou F-150 50 Lightning vendu, Ford perd en moyenne plus de 50 000 euros. Ils vendent à perte. Ce ne sont pas des investissements en R&D, recherche et développement, ce sont de pures pertes opérationnelles. Le coût des batteries, la complexité de production, le prix de la réalité. Comment est-ce possible? Pourquoi continuent-ils? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont pris au piège tendu par les régulateurs. En Europe, Bruxelles, avec son Fit for 55, Objectif 55 et ses objectifs de CO2, impose des amendes colossales aux constructeurs qui vendent trop de voitures sales. C'est un pistolet sur la tempe. Pour équilibrer leurs ventes et éviter des pénalités qui se chiffrent en milliards, les géants sont obligés de jeter sur le marché des véhicules électriques, même si c'est un suicide économique. Ils se saignent aux quatre veines pour financer cette transition forcée, et cet absurde ne fait que commencer. Ford n'est pas le seul. Mercedes-Benz vient d'annoncer qu'il repoussait son objectif de devenir tout électrique. Pourquoi? Parce que les clients ne suivent pas, parce que les coûts explosent. Mercedes voit les ventes de ses modèles électriques EQ s'effondrer et relance en urgence le développement de nouveaux hybrides. Ils appuient sur la pédale de frein. Volkswagen reporte des projets, gèle des investissements. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, ne cesse de prévenir que cette électrification forcée est une catastrophe sociale et industrielle qui ouvre grand la porte aux Chinois. Les titans qui devaient mener cette révolution sont les premiers à heurter le mur de la réalité. Ils ont compris ce que les startups ont appris au prix de leur vie. La voiture électrique, dans sa forme actuelle, n'est pas un modèle économique viable sans subvention publique constante. Parlons maintenant de ceux qui sont déjà au tapis. Des victimes. Fisker. Ce nom est devenu le symbole de cet effondrement. Nous avions parlé du risque de mort logicielle, de voitures dépendantes des serveurs. Ce n'était pas une théorie. C'est arrivé. Des milliers de propriétaires de Fisker Ocean, un SUV à 57 000 euros, se sont réveillés un matin pour découvrir que leur véhicule avait perdu la plupart de ses fonctions intelligentes. Connexion au cloud coupée, GPS qui ne se met plus à jour, commande à distance via l'application morte, serveur débranché, garantie évaporée. La voiture, dont la valeur reposait sur le logiciel, est devenue une brique. Sa valeur résiduelle, 0, impossible à revendre. Mais le cynisme de cette histoire va bien plus loin. Avant même la faillite, Fisker avait déployé une mise à jour logicielle, la 2.2. Cette mise à jour devait corriger des problèmes graves, y compris des pertes de puissance et des problèmes de freinage. Mais elle a échoué. On estime que 10% des voitures l'ayant reçue ont été briquées, totalement immobilisées. Pire encore. Après la faillite, on a découvert que les voitures avaient un défaut de sécurité critique reconnu par les autorités américaines. Et que se passe-t-il maintenant?
Des associations de propriétaires qui tentent de survivre rapportent que pour installer le correctif, un correctif de sécurité, certains services tiers, puisque le réseau officiel n'existe plus, exigent que les propriétaires paient de 300 à 350 € de leur poche pour corriger un défaut constructeur, pour que leur voiture ne soit pas un danger public. C'est ça le nouveau monde qu'on nous avait promis. Un monde où vous achetez un objet à 57 000 € qui devient un presse-papier 2 ans plus tard et où vous devez payer pour ne pas mourir au volant. Les propriétaires ont créé la Fisker Owners Association, FOA, un groupe de résistants qui tentent désespérément de faire de la rétro-ingénierie sur le logiciel, de trouver des pièces, de hacker leur propre voiture juste pour qu'elle fonctionne. Ils sont devenus les otages d'un cercueil high-tech. Et le cimetière continue de s'agrandir. Nous avions parlé de 6 marques, mais la liste s'allonge chaque mois. Nikola Corporation, qui promettait de révolutionner le transport de marchandises par hydrogène et électricité, est en cours de liquidation. Lordstown Motors, une autre start-up américaine qui devait conquérir le marché des pick-up, est en faillite. Arrival, la start-up britannique de fourgons électriques, est en faillite. Rappelons-nous Volta Trucks, qui promettait des livraisons vertes dans nos villes avec son camion futuriste, le Volta Zero. Un échec. La réalité économique a rattrapé les promesses écologiques. 150 km d'autonomie et des heures de charge contre 1000 km et 5 minutes de plein pour un diesel. Le calcul a été vite fait par les professionnels. Et National Electric Vehicle Sweden, NEVS, le fantôme de Saab, qui devait renaître de ses cendres grâce à l'argent chinois. C'est un constructeur fantôme qui a promis pendant 12 ans une Saab 9.3 électrique, mais n'a jamais sorti une seule voiture de série. Il survivait sous perfusion d'Evergrande, le géant chinois de l'immobilier, qui s'est lui-même effondré sous 300 milliards de dollars de dettes. Un château de cartes à l'intérieur d'un château de cartes. Même en Chine, c'est Eldorado de l'électrique. Le ménage est en cours. On vous parle du succès de BYD ou de NIO. Mais on ne vous parle pas des 400 entreprises qui ont disparu depuis 2018. 400. WM Motor, que nous avions mentionné, n'était qu'une parmi tant d'autres. Le marché chinois n'est pas une forêt saine, c'est un carnage darwinien financé à coups de milliards de subventions d'État. Et ce carnage élimine maintenant les plus faibles. Que se passe-t-il réellement? Nous assistons à une collision frontale entre l'idéologie et la réalité. L'idéologie, c'est Bruxelles et sa fuite en avant, son obsession dogmatique pour 2035. L'interdiction des moteurs thermiques. Cette idéologie a décrété que la voiture devait être électrique, quoi qu'il en coûte. La réalité, c'est le marché. Ce sont les consommateurs qui voient les prix, qui voient les problèmes de recharge. Qui, en France, vit dans une maison individuelle avec un garage pour charger la nuit? C'est la France des pavillons. Et les autres, ceux qui vivent en appartement? La réalité, c'est la valeur résiduelle. Qui voudra acheter une voiture électrique d'occasion dans 5 ans, sachant que le remplacement de la batterie coûte 15 000 ou 20 000 €? Personne. Le marché de l'occasion électrique s'effondre et cela entraîne tout le marché vers le bas. La réalité, c'est l'économie. Produire des batteries coûte cher. L'amortissement des investissements nécessite des volumes gigantesques que seuls les monopoles chinois ou des titans comme VW et Stellantis peuvent lui se permettre. Et encore, comme on le voit avec Ford, au prix de pertes colossales. Il y a un autre aspect dans cette histoire dont nous avions parlé et qui devient aveuglant aujourd'hui. C'est la mort programmée de la voiture populaire. Les marques qui disparaissent, comme Datsun, sont celles qui offraient une mobilité accessible. Aujourd'hui, les normes européennes rendent impossible la production d'une voiture neuve, simple, fiable et abordable. L'obligation d'intégrer des systèmes ADAS, aides à la conduite, coûteux, des conceptions complexes pour répondre aux normes de sécurité et surtout les objectifs draconiens de CO2. Tout cela condamne les voitures d'entrée de gamme traditionnelles. La Renault Twingo, morte. Les Peugeot 108 et Citroën C1, mortes. On vous dira. Et la Dacia Spring. La Dacia Spring est une voiture chinoise, rebadgée et vendue chez nous. Et même son prix n'est viable que grâce au bonus écologique. Sans les béquilles de l'État, ce modèle ne se vend pas. La politique européenne tue sciemment l'accès à la mobilité individuelle pour les classes moyennes et modestes.
C'est l'assignation à résidence pour la France périphérique, pour ceux qui ont besoin d'une voiture pour aller travailler. Le but n'est pas que tout le monde roule en électrique. Le but, c'est que moins de gens roulent en voiture, tout court. Rendre la voiture un objet de luxe, comme elle l'était dans les années 1950. L'ironie dans tout ça, ce même Bruxelles qui a créé ce problème, celui des voitures jetables, dépendantes du logiciel, tente maintenant de le corriger avec de nouvelles lois. Vous avez sans doute entendu parler du droit à la réparation. L'Union européenne a voté une directive obligeant les fabricants à rendre les pièces disponibles, à proposer des réparations à un prix raisonnable. Vous voyez l'absurdité? C'est l'arroseur arrosé. Ils ont créé une industrie de produits technologiques jetables, en encourageant des méthodes comme le gigacasting de Tesla qui rend la voiture irréparable au moindre choc. Et ensuite, ils créent une loi pour forcer cette industrie à être réparable. Ils admettent l'échec même de leur modèle. Mais pour Fisker, Volta, Nikola, il est déjà trop tard. Pour les propriétaires qui payent les pots cassés, c'est une maigre consolation. Alors, que nous attend-il? Nous assistons au grand tri. Les acteurs intermédiaires, les constructeurs moyens, les start-up, tous vont être balayés. Seuls deux types d'acteurs survivront. Les premiers, ce sont les géants historiques, comme Stellantis ou Volkswagen, qui ont la puissance financière pour encaisser les pertes et qui devront fusionner et standardiser leur plateforme à l'extrême pour survivre. Les seconds, ce sont les monopoles chinois, BYD, Geely, SAIC. Ils arrivent avec des voitures déjà amorties sur leur marché intérieur, ils contrôlent toute la chaîne d'approvisionnement, des mines de lithium aux batteries, et ils sont prêts à inonder l'Europe de véhicules électriques bon marché qui achèveront ce qu'il reste de notre industrie. Au lieu de la diversité et de l'innovation promise, nous aurons un marché standardisé où vous aurez le choix entre une voiture électrique européenne très chère ou une voiture électrique chinoise. La crise que nous avons décrite n'est pas un accident, ce n'est pas l'échec de quelques start-up, c'est la conséquence logique, inévitable et programmée d'une politique déconnectée de la réalité. Ce n'est pas un projet de mobilité, c'est un projet de déclassement. Et à la fin, c'est vous, comme toujours, qui payez la facture.